quand j'ai eu mon infarctus, on m'a fait plein de recommandations. J'ai une petite to-do list. Donc, on m'a dit, pas de conduite pendant 1 mois, pas de sport violent pendant 1 mois et demi. Plein d'autres choses, mais on m'a pas dit, les relations sexuelles, Céline, tu peux les reprendre à partir de quand? C'est une très bonne question. Donc, effectivement, on ne me la pose pas si souvent, alors que je pense qu'elle est quand même importante et que peut-être tous les patients se posent la question sans jamais oser la poser. Le sexe, en médecine, l'activité sexuelle, on l'évalue comme un effort modéré, l'équivalent de monter 2 ou 3 étages avec une intensité modérée. On estime à peu près ça. Après, la dernière fois, j'avais une patiente qui m'a posé la question, je lui ai répondu ça et elle m'a dit « c'est tout ?» Un peu déçue. Et donc, je lui ai répondu, après, ça dépend de chacun. C'est un effort estimé modéré. Donc, chez chacun, il peut être très modéré et d'autres, il peut être très intense. Et en fait, si on le remet dans le niveau des efforts, ça va être assimilé à quand est-ce que vous pouvez reprendre un effort modéré. C'est-à-dire qu'à quel moment vous êtes capable de monter 3 étages sans assistance. En général, c'est assez rapide. C'est-à-dire que quand vous rentrez de votre infarctus et que vous montez au 3e étage, on ne va pas vous faire monter avec un porte-malade si vous sortez de l'hôpital, à part si vraiment vous êtes en fauteuil roulant, mais bon, c'est quand même très rare. Donc, en gros, il n'y a pas vraiment de restriction. C'est vrai qu'en général, on dit qu'il faut attendre 4 semaines pour reprendre le sport. Nous, en général, on attend la fin de la réadaptation cardiaque, parce que la réadaptation, c'est justement cette phase où on va se remettre en activité. En général, dans les 15 jours qui suivent un stent, il y a le stent qui est en train de s'implanter dans les vaisseaux. On évite de créer de la turbulence dans les vaisseaux, donc on va essayer de ne pas augmenter le débit cardiaque et pas d'aller faire des efforts intensifs. Après, monter 3 étages, à moins d'être très, très, très mal en point, on ne l'a jamais interdit à personne. Donc, en gros, l'activité sexuelle, moi, j'en ai jamais parlé parce que pour moi, il n'y a jamais eu aucune restriction chez quasiment personne. Donc, tu conseilles aux gens de monter 3 étages, voir s'ils y et de arrivent voir s'ils et ont ils peuvent y toujours aller. envie, et ensuite ils peuvent y aller. Donc voilà, en gros, c'est un effort modéré, c'est donc un effort, mais modéré. 3 étages, c'est accessible à beaucoup de monde. En général, si on est très essoufflé pendant l'acte, il faut s'arrêter. C'est-à-dire, c'est même consigne que pendant un effort à la salle de sport, si on a le moindre symptôme, on s'arrête, on consulte. Mais ça reste quelque chose de plutôt recommandé parce que c'est quand même bon pour la santé. Ça fait baisser le stress, ça libère des endorphines, c'est une petite activité physique et c'est quand même bon pour la santé mentale. Donc, c'est plutôt recommandé que contre-indiqué, mais je comprends que les gens se posent la question. Moi, de ma petite carrière de cardiologue, je ne crois pas que ça me soit jamais arrivé de contre-indiquer les rapports sexuels à quelqu'un. Parce que quand on est à ce stade, c'est plutôt qu'il faut aller aux soins intensifs, en fait. Donc non. Et puis en plus, franchement, ce serait pas une vie, quoi. Faut pas hésiter à poser la question et à pratiquer. D'accord, il faut hésiter. Regarder, de toute façon, on tente et puis on voit ce qui se passe. Voilà. Est-ce que les médicaments ou l'infarctus, ou peut-être, bon, après, il y a l'état psychologique aussi qui joue, aussi sur la perte de libido, ça peut aussi avoir des causes à effet, en fait. Tout à fait. Tout à fait. Donc, sur la libido, alors, il faut savoir que toutes les études qui ont été faites, je te le donne en mille, ont été faites sur des hommes. Voilà. C'est là-dessus aussi qu'on a vu que les rapports sexuels, finalement, engendraient pas tant d'infarctus que ça. Ensuite, dans la récidive après l'infarctus, c'est rare qu'on ait un infarctus pendant un rapport sexuel après avoir fait un infarctus. Donc tout ça a été évalué chez des hommes et on estime quand même que l'effort sexuel d'un homme est souvent un peu plus important que celui d'une femme. Donc on va avoir encore moins de risques chez une femme. Et donc les traitements, ils vont pas non plus forcément avoir les mêmes effets sur la libido d'un homme ou d'une femme. Donc classiquement, on cite les bêta-bloquants, mais les IEC peuvent aussi donner des baisses de libido. Il y en a d'autres, donc il ne faut pas hésiter à regarder sur la notice, voir s'il y en a qu'on peut substituer. En général, justement, vu qu'on n'est pas contre-indiqué à l'activité sexuelle, on peut aussi prescrire aux hommes l'équivalent du Viagra, donc des vasodilatateurs. Il faut juste vérifier qu'il n'y a pas d'interaction avec les traitements et en particulier pas de risque d'hypotension au moment de la prise, ce qui peut arriver quand des fois on a la tension déjà très basse à cause de tous les traitements et qu'on rajoute aussi, on est déjà sous dérivés nitrés. Donc c'est plutôt souvent des patchs ou des choses comme ça, mais ça peut arriver. Donc voilà, faut en parler au médecin, mais c'est rarement contre-indiqué. C'est juste qu'on va changer les traitements, on va adapter, on va prendre des précautions. Mais voilà. Ensuite, pour ce qui est de la femme, donc ça a été moins étudié. Donc il ne faut pas hésiter justement à faire des tests
À chaque fois qu'on suspecte un effet indésirable sur un traitement, il faut essayer de voir si on peut le substituer ou pas. Alors c'est vrai qu'après l'infarctus, comme je te disais, ils sont tous tellement indispensables, on va pas avoir envie de prendre le risque d'en changer un. On va plutôt dire essayer de vivre avec au moins le temps qu'on ait passé toute la phase aiguë. Ensuite, la libido, ça passe aussi beaucoup par la psychologie. C'est-à-dire que, comme on disait, l'infarctus, c'est un gros traumatisme, une grande peur. Et quand on a peur, quand on est traumatisé, parfois déprimé, on va avoir la libido qui baisse aussi. Donc, chez les hommes, ça va être des troubles d'érection ou des pertes d'envie, y compris chez les femmes qui sont psychogènes, d'origine psychique, en fait. Et donc là, on peut imaginer que la prise en charge d'un psychologue va pouvoir aider la personne et puis des fois aussi le compagnon ou la compagne, parce qu'il peut avoir peur aussi d'inciter, peur d'aller trop loin dans l'acte, etc. Donc c'est aussi une peur qui peut être partagée à deux, avec chacun une peur différente. Et donc je pense que ça peut être bien et d'en parler au médecin, et d'en parler au psychologue, et d'essayer de voir quelles sont les peurs, et d'en discuter en fait. C'est quand même souvent aussi. En plus, il faut se réapproprier le corps. Et moi, je me dis que c'est vrai qu'avec même avec l'autre, dans le couple, ça doit être compliqué. L'autre aussi doit se réapproprier le corps de l'autre, qui est un peu plus faible, en fait. Ça doit jouer dans la relation intime. Il y a de ça, et puis effectivement, si la peur de l'acte sexuel existe aussi chez l'autre, il va peut-être pas solliciter pour pas faire mal ou pour pas faire prendre des risques. Et donc, en fait, on peut aussi mal interpréter une intention qui est plutôt louable à la base. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est important de bien mettre à plat vraiment de quoi on parle, qu'est-ce qu'on risque, comment ça se passe, et puis remettre les choses à plat pour que ça se passe bien. Parce qu'il faut le corps et la tête. Oui, tout à fait. Et tomber amoureux, retomber amoureux, parce qu'on va pas se mentir, hein, quand on tombe amoureux, le cœur, ça y va quand même là-dedans. Donc quand on a fait un infarctus, moi c'est ma grande peur, c'est de retomber amoureuse. Alors, je pense pas que tomber amoureux puisse faire du mal, au contraire. Je pense que le corps est bien fait, même dans ses égarements. Et que le stress de tomber amoureux, c'est quand même pas le même que le stress de se faire virer ou d'avoir une maladie grave. Oui, les émotions vont favoriser la tachycardie, l'augmentation de la tension artérielle, mais par rapport à toutes les émotions qui peuvent nous contrarier au quotidien, je pense que tomber amoureux, c'est vraiment pas la plus grave, au contraire. J'imagine que pour tomber amoureux, il faut se sentir bien dans son corps et dans sa tête, donc il faut déjà régler tous ses propres problèmes pour pouvoir accueillir quelqu'un d'autre. Et donc, ça va dans le sens de ce qu'on disait, digérer un peu sa maladie, d'apprendre à vivre avec, à l'apprivoiser, pour avoir confiance en soi, pour pouvoir aller de l'avant. Et tu as déjà eu des patients qui avaient peur de dire qu'ils avaient fait un infarctus dans... Ça fait très truc du cœur, là. Docteur du cœur, mais vas-y. Docteur du cœur. Ouais. Non. Mais tu sais, quand tu rencontres quelqu'un, c'est quelque chose qui est dur à dire aussi à un inconnu ou à quelqu'un qui... Alors que, je pense qu'une personne riche qui rencontre une personne moins riche peut avoir peur de lui dire qu'il risque de mourir et qu'il veuille l'héritage. Voilà, moi je penserais à ça en premier. Mais à part ce petit détail, globalement, aborder quelqu'un en lui parlant direct d'une de ses pires fragilités, je pense que c'est pas facile. Parce que souvent, quand on voit quelqu'un, on a envie de se montrer sous son meilleur jour, de se montrer fort, plein d'élan, plein de possibilités, plein de jeunesse et de fougue. Donc, je peux comprendre qu'on n'ait pas forcément envie de parler de ça, mais en même temps, quand on rencontre quelqu'un, on a aussi envie de partager son intimité, ses failles, ses faiblesses. C'est quand même ça qui fait le couple et la relation amoureuse. Qu'après, c'est à chacun de savoir comment lui préfère se présenter. Est-ce qu'il veut se présenter sous son meilleur jour ou est-ce qu'il veut se présenter sous son jour le plus réel, qui va peut-être pas être le plus attrayant, le plus sexy, mais en même temps le plus sincère. Et souvent, sur la longueur, la réalité, c'est ce qui marche le mieux. Mais ça, après, c'est propre à chacun. Et c'est vrai que moi, mes consultations durent quand même pas assez longtemps pour qu'on aille jusque-là dans la discussion. Non, c'est ce que je me posais comme question, parce que tu sais, c'est le cœur, quoi. On dit tout est relié au cœur. Donc, mais tu dis, tiens, c'est peut-être des choses qui sont abordées, mais a priori, non. Je pense pas qu'il y ait eu d'études là-dessus.
Ouais. Après, on peut lancer un grand appel à témoins d'études sur la relation amoureuse après une maladie cardiaque. Et effectivement, je pense que ça a été beaucoup abordé pour le cancer, de par les conséquences physiques du cancer, des traitements, etc. Après, c'est vrai qu'aussi, le cancer, on a beaucoup abordé justement les séparations. Donc, je sais que toi, Mm. tu l'as vécu Mm, mm. pendant la maladie, Ouais. de la personne qui finalement n'arrive pas à assumer la maladie ou la faiblesse de l'autre et qui Mhm. l'abandonne dans un des pires moments de sa vie. Mhm. Donc ça, je pense que ça a été plus abordé au moment du cancer. D'autant plus que, comme c'était quand même plus des hommes qui abandonnaient les femmes, et que tout ce qui est cardiovasculaire, on a surtout étudié les hommes, et que je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui se sont fait abandonner par leur femme juste après un infarctus. Je pense qu'il y a tout un pan, tout un univers à étudier encore. En tout cas, sur le cœur, vu c'est vrai que j'ai eu une rupture affective, je dis même pas amoureuse, hein, tu vois, j'ai réduit au truc affectif, mais en tout cas, je l'ai senti vraiment dans mon cœur et je me suis dit, si à un moment je mets pas fin, en fait, je vais faire une récidive. Je l'ai senti tellement ça, j'appelle ça comme ça ravinait les émotions en fait. Je pense que c'est ça, c'est le stress, le flux sanguin qui est excessif dans ces moments-là. Et je sentais que mon cœur était hyper impacté. Donc c'est pour ça que je me pose des questions pour l'avoir senti au moment le plus frais, en fait, où la cicatrice allait à vif. J'ai ce truc qui m'est tombé dessus, auquel je m'y attendais pas non plus. En plus, hein, autant cumuler, c'est toujours mieux. Mais je l'ai vraiment senti corporellement, en fait. C'est pour ça que tu as peur de retomber amoureuse. Oui, Que si probablement. tu as cumulé deux traumatismes Mm. qui se sont emmêlés les uns les autres sur le même organe, forcément, la peur de retomber malade, ça va avec la peur de retomber amoureuse. Mm. Et de revivre ça. Et ça a probablement des séquelles ouais, sur le reste. Et puis pour se remettre en forme, quoi. On met un peu plus de temps que si ça n'était pas Ouais, arrivé. c'est ça, tout à fait. D'autant plus que, comme tu l'as déjà mentionné, dans les pathologies cardiovasculaires, on n'a peut-être pas en plus l'entourage qui est totalement impacté, comme Mm. c'est le cas autour de quelqu'un qui a eu un cancer, où vraiment tout l'entourage va bien comprendre ce que c'est la maladie, va essayer d'être présent comme il peut. Et dans la pathologie cardiovasculaire, ça va plus être un épiphénomène qui est arrivé, qui est fini, et on continue. Effectivement, je pense que l'entourage est peut-être en plus moins aidant, moins protecteur que c'est le cas peut-être dans d'autres pathologies. Donc c'est peut-être encore plus dur. Et en fait, je pense qu'avec le cancer, par exemple, si on compare, et c'est pas bien de comparer d'ailleurs les maladies, mais il y a avec la chimio, etc., il y a physiquement, ça se voit. Il y a peut-être quelquefois des marqueurs physiques que c'est tellement à l'intérieur du corps, l'infarctus, que c'est invisible. Moi, si je dis pas que j'ai fait un infarctus, les gens oublient très très vite que j'ai fait ça, alors que c'est important aussi que l'entourage se rappelle ce qui est devenu maintenant une faiblesse aussi. Hein. Le cœur est un peu plus faible, donc il faut un peu plus le préserver. En tout cas, moi, j'ai vu que dans la maladie, et pour se remettre vraiment sur pied, c'est que l'entourage, il est prédominant, quoi. C'est quand on est vraiment entouré, ça fait une différence. Et ça revient aussi, je rebondis sur quelque chose, c'est aussi en parler et pas hésiter à en parler. C'est Cyrulnik qui disait ça aussi. C'est que pour se remettre d'un traumatisme, la première chose, c'est de pas rester seul, c'est vraiment de le dire et d'en parler et d'en discuter. Bien évidemment, avec des gens de confiance, on va pas dire à quelqu'un dans l'arrivée. Mais c'est très important aussi de verbaliser ce qu'on vit. Ça permet aussi de digérer ce qu'on vit. Et donc, tu as raison. Et dans les relations amoureuses, il faut aussi le dire parce qu'il y a un moment, c'est la confiance et puis c'est aussi l'apprivoisement de l'autre dans toute sa complexité et avec ses forces et ses faiblesses également. Exactement. Mais c'est ça qui est beau aussi. Ouais. Qu'on soit différent et que l'un puisse être là aussi pour accompagner l'autre. Et c'est ça qui fait qu'on est tous uniques, tous différents. Et la vie, elle évolue. Et il nous arrive des choses à des moments, des gros trucs, des petits trucs. C'est ce qui fait notre chemin de vie. C'est ça qui fait notre richesse aussi. Donc, je pense qu'il ne faut pas en avoir honte. Il faut expliquer les choses, par contre, parce que c'est possible que l'autre ne comprenne pas ou qu'il prenne peur ou qu'il ne le croit pas, ou ce qui sera encore pire, de ne pas être pris au sérieux. Donc, je pense que c'est important de bien en parler, bien expliquer. Et puis, il faut s'accepter nous comme on est devenu, pour intégrer ça à notre personne, quoi. L'amour, je pense que c'est quand même ce qui nous fait vivre. Oui, de toute façon, c'est ce qui est le plus important dans une vie, c'est ce qu'on retiendra d'une vie. Hein.